Bienvenue pour cette vidéo où on va parler CNA. Alors, pour pas faire trop long, j'ai coupé la vidéo en deux. Aujourd'hui, uniquement partie 1 avec des généralités sur la conversion numérique analogique. La partie 2, ce sera dans une autre vidéo. Allez, c'est parti avec les généralités sur la conversion numérique analogique. On commence avec les symboles des convertisseurs, analogique vers numérique ou inversement. Rappel, en analogique, la variation est continue, comme sur un cadran à aiguille, alors qu'en numérique, on a des valeurs discrètes, une suite de chiffres. Ces chiffres sont codés en binaire et chaque bit est associé à un poids. Le plus petit, c'est le low significant bit. Celui d'après, il fait le double de poids. Celui d'après, encore le double. Et si c'est le dernier, c'est celui qui a le poids le plus fort, le MSB. Si le bit associé à un poids est à 1, on le comptabilise. Si le bit est à 0, pas de poids ajouté. Exemple ici, on a 250 grammes. Ou encore ici, 750 grammes, ce qui correspond à 1, 1, 0, soit la valeur 6 en décimale. Au total, sur l'exemple à 3 bits, on a 8 combinaisons différentes, soit 2 puissance le nombre de poids différents. Et les valeurs possibles vont de 0 à 7. 7, c'est pour tous les poids cumulés, soit ici 875 grammes. Attention, le total, ce n'est pas 1000, donc ce n'est pas le double du MSB. Si on dessine un graphe, on retrouve les 8 valeurs. Perso, je ne suis pas très fan du dessin avec des marches d'escalier que je trouve faux, car il n'y a rien physiquement entre deux valeurs numériques. Exemple, entre 0 et 1 en binaire, il n'y a rien. Soit on met le poids, soit on ne le met pas. Du coup, c'est plus juste de dessiner uniquement des points. Et sur la sortie, l'écart entre deux points, ça correspond au poids le plus faible. Avec un CNA, le terme d'erreur de quantification n'est pas vraiment approprié. On préfère dire que la sortie ne peut prendre qu'un certain nombre de valeurs, comprises entre 0 et 2 puissance le nombre de bits moins 1. La formule générale, la voici avec B les bits et Vmax la valeur lorsque tous les bits sont à 1. Vmax, c'est aussi donc la somme de tous les poids. Exemple, avec 1, 1, 1 en binaire, on est sur 3 bits. En prenant Vmax à 875, la formule devient ce qui donne 875 normal, 1, 1, 1, c'est la dernière combinaison possible. Si on prend maintenant 4 poids, l'écart entre deux valeurs est réduit de moitié, ici 62,5 au lieu de 125. Et on comprend bien que plus on aura de bits et plus les points seront proches et plus on sera précis. On peut définir la résolution d'un CNA avec cette formule. Pour des nombres de bits importants, l'erreur devient très faible, voire même négligeable. Avec le SP32, ce n'est pas vraiment le cas, on est seulement sur 8 bits. Si je regarde chez un fournisseur de composants, eh bien, on trouve des DAC allant de 6 à 32 bits. Les plus courants sont les 12 bits et aussi les petits 8 bits. Au niveau technologie, ce sont les DAC à réseau de résistance qui inondent le marché. Ils peuvent convertir jusqu'à plus de 10 millions de valeurs en une seconde, vitesse que l'on peut même dépasser avec des convertisseurs dits segmentés, ou à technologie à orientation de courant.
Ici, 500 mégas sur 12 bits, ça va vite, très vite. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur? Eh bien, la structure de base, elle part d'un pont diviseur. Avec 7 résistances égales, on obtient 8 potentiels différents et régulièrement espacés. Ici, toujours 125 millivolts d'écart. Et ensuite, on va sélectionner le potentiel que l'on veut grâce à des interrupteurs. Dans la vraie vie, ces interrupteurs sont des transistors, mais pour l'explication, ça ne change rien. Les 4 interrupteurs de la colonne de gauche sont commandés ensemble à partir du bit de poids faible du nombre à convertir, soit ici B0. Ensuite, les 2 autres interrupteurs à côté sont ensemble pour le bit B1 et enfin le dernier pour le bit de poids fort. Exemple, les 3 bits à 0, ça donne 0 volt en sortie. Juste avec le LSB, c'est 125. Juste avec B1, c'est le double. Avec B0 et B1, c'est la somme des deux premiers. Avec seulement le bit de poids fort, ça donne 500. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Avec les 3 bits à 1, c'est la tension max. Alors, le principe que l'on vient de voir s'appelle le résistor string. À ne pas confondre avec le string léopard, bien sûr. String en anglais, ça veut dire chaîne. Dans notre cas, les maillons sont les résistances et il y en a beaucoup. Et encore plus pour les transistors. Avec 16 bits, 65 536 résistances et plus de 130 000 transistors. Du coup, il existe des variantes, par exemple avec un décodeur n vers 2 puissance n, ou encore avec une structure en matrice, ligne-colonne, pour réduire toujours la taille des décodeurs. Et on a encore mieux la structure dite segmentée. Souvenez-vous, tout à l'heure chez RS, on a vu que ces composants étaient parmi les plus rapides. On trouve à l'intérieur une première chaîne de résistance à gauche pour les bits de poids les plus forts et une autre chaîne qui vient diviser la première avec les bits de poids les plus faibles. Du coup, beaucoup moins de résistance. Avec 16 bits, plus que 512 versus 65 536 avec la structure de base, soit 128 fois moins. Allez, autre structure qui utilise cette fois des résistances ayant des valeurs différentes. Et plus précisément, des valeurs x2, x2, x2 au fur et à mesure que le poids du bit associé diminue. Ensuite, un montage AOP inverseur avec une tension de référence négative. Donc, moins par moins, ça s'élimine. Et la tension de sortie est donc un multiple d'un rapport de résistance. Exemple ici avec juste le poids fort. Donc, uniquement la résistance 2R est à considérer. Donc, sortie égale à Vref sur 2, tout simplement. Allez, petite simulation pour mieux voir. Voici le montage avec l'AOP monté en inverseur. Donc la tension de sortie, ce sera bien la tension d'entrée que l'on va laisser fixe, que l'on va appeler V référence, à moins 1 volt, comme ça, moins avec l'inverseur, ça se supprime et on trouvera des tensions positives. Et ensuite le rapport de résistance qui intervient. Donc par exemple, si je mets le bit ici, on a un rapport de 1/8, donc eh bien 1000 millivolts divisé par 8, ça donne le quantum, le fameux 125, je vais montrer tout à l'heure.
Ensuite, l'autre poids, c'est un quart, donc du coup, eh bien 250 et l'autre, c'est un demi, donc 500 et ensuite on peut cumuler les contributions. Donc là, par exemple, 500 plus 250 et je peux les mettre tous et on retrouve la valeur maximale, le Vmax à 875. Je rappelle qu'on n'atteint pas la tension de référence, il manque un quantum, c'est-à-dire un 125 pour l'atteindre. Mais voilà, le montage est très simple. Alors, l'avantage indéniable des réseaux pondérés, c'est le faible nombre de composants. Avec 16 bits, seulement 16 résistances, au lieu de 65 000 et quelques pour le premier montage de tout à l'heure. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que la pondération, c'est x2 à chaque fois, et donc il peut y avoir une très grande disparité entre R mini et R maxi. Et du coup, on préfère utiliser des réseaux avec seulement deux valeurs de résistance, avec des R et avec des 2R. Si je commence à regarder le réseau en partant de la droite, on voit que l'état de l'interrupteur ne change pas le potentiel en haut. Soit c'est directement la masse, soit c'est une masse virtuelle liée à l'entrée moins de l'AOP. Du coup, on en déduit que le courant I se divise moitié-moitié, vu que les résistances sont égales. Et d'autre part, la résistance équivalente, c'est 2R, en parallèle avec 2R, donc R. Et donc le courant I vaut V sur R. En rajoutant un bit au réseau, même raisonnement sur les potentiels, toujours la masse au-dessus. Et donc le schéma équivalent que voici. 2 résistances R en série, ça fait 2R. Et 2R en parallèle avec 2R, ça redonne R. Conclusion, le courant n'a pas changé de valeur, c'est toujours I égale V sur R. Il se sépare également moitié-moitié au début et encore moitié-moitié ensuite. Si on étend le raisonnement à n bits, le courant c'est toujours V sur R. Dans la première résistance, il vaut la moitié et à chaque étage, on divise par 2 jusqu'à atteindre le dernier. Et le courant total, côté AOP, dépend de l'état des interrupteurs. Si on somme les courants de chaque bit, ça donne ça. La tension de sortie, c'est R fois I total. Et en mettant en facteur le 2 puissance n, on retrouve la formule générale des convertisseurs numériques analogiques. Allez, petite démo avec un simulateur. Je commence le raisonnement avec simplement 3 bits. Une tension de référence de moins 1 volt, ce qui nous donne un courant de 1000 micros. On le voit s'afficher là, 1000. Voilà. Il se répartit en 500 d'un côté, 500 de l'autre. Et ça, quel que soit l'état de l'interrupteur. Si je change ici, il y a toujours 500. Si je remets, il y a toujours 500. Ensuite, ce 500 se redivise en deux, 250, 250. Pareil, même si on change l'état, on aura toujours 250, 250. Et pareil pour le dernier, le 250 se redivise en 225, 125. Et pareil, si je change, ça reste à 125. On voit eh bien, que le courant qui circule total et qui va donc faire que la tension de sortie prenne une valeur suivant la résistance qui est ici, et bien ce courant est la somme des contributions de est-ce que ça passe ou ça passe pas. Donc si j'en enlève là, ça passe plus là ni là. Alors le courant continue de circuler dans le réseau de résistance, mais pas au niveau de l'AOP. Donc là, dans ce cas-là, dans l'AOP, il n'y a que la contribution du courant de 500 et qui, avec la résistance de 1 kg, donne 500 millivolts en sortie, ce qui est eh bien, la moitié de la tension
de référence. Le montage est inverseur, c'est pour ça que le moins a disparu. Le bit au milieu, eh bien, c'est simplement ce courant-là, donc 250 qui donne 250 millivolts, et le bit de poids le plus faible, 125, et ensuite, si on rajoute le double, 300, et le total, 875, comme on l'a démontré plusieurs fois depuis le début. Si je passe maintenant à 8 bits, eh ben, le réseau est beaucoup plus grand, mais il n'est pas énorme non plus, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas 65 000 et quelques résistances, mais juste, eh bien, regardez, 8 là et 8 là, donc 16 résistances pour 8 bits. Alors, le courant, il est total ici, il vaut eh bien 1000, comme tout à l'heure, hein, puisque je rappelle que tout cet ensemble-là est équivalent à une résistance de 1 kg. Donc ensuite, il se divise en deux, 500 et 500 de part et d'autre. Ensuite, on redivise par 2, 250, on redivise 125, 62, 31, etc. jusqu'au plus petit, ici 3,9. Et donc, il correspond au bit de poids le plus faible, le LSB, que je vais activer, tiens, pour voir. Et bien, on voit 3,9 millivolts, ce qui correspond à 1 volt de référence divisé par les 256 combinaisons possibles, ce qu'on appelle le quantum. Je rajoute le bit d'à côté, donc qui fait le double, donc on voit qu'on a rajouté le double, encore 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 le double, et on atteint presque les 1 volt. Je rappelle qu'on ne peut pas les atteindre complètement, et on a eh bien, le quantum manquant, là, 3,9 pour arriver à 1. Et si je décroît, eh bien, on va voir que eh bien, l'écart, là, le tout petit, il n'est pas vraiment significatif. Bon, il n'est pas nul, mais quand même, là, si je fais là, on n'a pas beaucoup d'écart ici, hein. Alors, pour compléter la démo, je vais rajouter un compteur binaire, donc 8 bits, comme le convertisseur, cadencé avec une clock, et donc on va balayer toutes les valeurs de 0 à 255, que je vais afficher en décimale sur le côté, là, au fur et à mesure du temps. Je démarre, run, et on voit, eh bien, au fur et à mesure que l'on a un palier de plus, de plus, de plus, de plus. Donc là, on les voit parce que on a fait un petit zoom, mais si j'ai une échelle dézoomée, je dézoome. Là, on voit eh bien, que c'est moins significatif. On va voir qu'à 255, ça repart à 0, donc ça fait une jolie dent de scie. Si je zoome, donc je disais, on voit les paliers, j'arrête, on vérifie qu'ils font bien 3,9, donc là on est à 601 plus 4, 605, donc ça c'est bien la hauteur du LSB. Voilà, je vais dézoomer et on va accélérer la clock, ça va pas changer grand chose. 10. Ok, donc on compte plus vite forcément. Je vais essayer de changer le zoom. Voilà. Mais si on regarde de plus près, eh bien la hauteur des paliers n'a pas changé. Je vais le montrer d'ailleurs, ça sera fixé. Là, 6, 906 et 4 de plus pour 910. Ce qui change, c'est qu'on est passé d'une valeur à l'autre en un temps plus court, vu que j'ai changé la fréquence. Voilà, c'en est fini pour les généralités. À suivre la mise en œuvre des DAC sur l'ESP32. Allez, à bientôt.